Un vertige absolu, le souffle coupé, le cœur serré par cette impression écrasante d'être pris au piège du temps. Ouais, c'est un sentiment qui prend à la gorge dès les premières secondes. Que ce soit en livre audio ou en édition papier, cette œuvre dévore littéralement l'âme de l'intérieur. On parle bien sûr de 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Une véritable onde de choc. C'est une plongée vertigineuse dans la lutte acharnée de l'humanité contre son propre destin, contre un isolement qui consume les générations les unes après les autres. Si on devait résumer cette expérience en un seul mot, Hypnotique. complètement hypnotique. Prenez le personnage central, le colonel Aureliano Buendia, on est projeté direct au cœur de l'action. Il est là, debout, face au peloton d'exécution. Le canon des fusils braqué en plein sur sa poitrine. Et à cette seconde précise, au bord du gouffre, sa mémoire le ramène violemment des décennies en arrière. C'est une contradiction narrative monumentale. Ah bah, c'est le paradoxe ultime. Voilà, un homme invincible, meneur de 32 insurrections armées, qui s'est battu toute sa vie avec une rage folle pour finalement supplier qu'on le laisse perdre, supplier qu'on le laisse sombrer dans l'oubli. C'est complètement fou, non? Derrière cet homme brisé se joue un drame aux enjeux colossaux. C'est l'histoire entière de Macondo, ce village isolé du reste du monde. Et c'est la chronique d'une dynastie maudite qui menace de s'effondrer sous le poids d'une prophétie funeste. Mais avant d'arriver à ce fameux peloton d'exécution, il faut comprendre comment cette famille en arrive là. D'où vient cette dynastie en fait? Tout commence par un meurtre et un fantôme. Le patriarche José Arcadio Buendia tue un homme nommé Prudencio Aguilar. Suite à une bête insulte lors d'un combat de coq, c'est bien ça? C'est ça. Mais le vrai problème, c'est que le fantôme de cet homme refuse de disparaître. Il revient hanter leur maison, avec un air super triste. Il cherche de l'eau pour laver la blessure mortelle à son cou. L'image est glaçante. Et la culpabilité devient totalement insoutenable pour José Arcadio et sa femme Ursula. Poussé par la folie de cette apparition, il décide de tout plaquer. Il fuit à travers des montagnes impénétrables pour trouver la paix. Fuir un fantôme, c'est déjà un poids psychologique immense. Mais il me semble qu'il porte une angoisse encore plus viscérale, quelque chose de très physique lié à leur descendance. Ah oui, la fameuse terreur originelle. C'est la peur panique de donner naissance à un enfant avec une queue de cochon. Une queue de cochon. Ouais, parce que José Arcadio et Ursula sont cousins germains. Le spectre de l'inceste plane sur eux comme une épée de Damoclès. Ce mythe de l'enfant à queue de cochon, c'est la punition ultime de leur amour. Et pour y échapper, ils fondent Macondo. Au tout début, c'est un paradis absolu. Un village vierge, où personne dépasse la trentaine, où personne n'est encore mort. Une bulle parfaite. Sauf que cette bulle, elle reste pas imperméable bien longtemps. Comment cet isolement paradisiaque se transforme-t-il en prison mentale pour le fondateur José Arcadio? Sa soif de modernité va le détruire, non? Totalement. L'isolement de Macondo est brisé une fois par an par une tribu de gitans. À leur tête, il y a Melquiades. Ce gitan apporte des merveilles scientifiques incroyables pour l'époque. Des aimants géants, des trucs d'alchimie. Des loupes, de la glace. Pour José Arcadio, c'est un choc monumental. Il est dévoré par une curiosité sans limite. Il s'enferme dans son laboratoire et il découvre par lui-même que la Terre est ronde, comme une orange, alors qu'autour de lui, personne ne sait ce qu'est la géographie. C'est fou! Si on fait le parallèle avec aujourd'hui, c'est un peu comme un gars qui s'enferme dans sa chambre avec Internet et tout le savoir humain en ignorant complètement sa famille juste à côté. La comparaison est parfaite, tu vois. Cette quête de savoir devient sa prison ultime. La solitude prend racine là, dans son incapacité de partager son monde intérieur. Et il finit par perdre la raison. Complètement. Il est convaincu que le temps s'est enrayé et que tous les jours sont lundis. Il devient si imprévisible qu'il faut le ligoter. Quelle déchéance! Il passe la fin de sa vie attaché à un châtaignier, à parler dans une langue incompréhensible avec le fantôme de l'homme qui l'a tué. Et le pire, c'est que cette folie s'arrête pas à lui. En regardant les générations suivantes, il y a un truc qui donne littéralement le vertige. Les prénoms. On s'y perd complètement. Il y a de quoi. Des Aureliano et des José Arcadio à n'en plus finir sur cette génération. Il y a eu une explication logique d'ailleurs, cette répétition. C'est pas un simple manque d'imagination des parents, loin de là. C'est le reflet d'un temps qui fonctionne pas comme une ligne droite. À Macondo, le temps est un cercle vicieux. Une roue qui tourne en boucle. C'est ça. Ursula, la matriarche qui vit plus de 100 ans, s'en rend compte avec effroi. Les failles morales se transmettent avec le prénom, comme une malédiction génétique. Attends, comment on différencie un Aureliano d'un José Arcadio, du coup? Force brute? Une passion charnelle excessive. Et leur destin se termine souvent de façon tragique ou absurde. C'est comme voir des proches refaire exactement les mêmes erreurs toxiques que leurs parents sans pouvoir s'arrêter.
Ça pose une vraie question sur le libre arbitre. S'ils sont programmés par leur prénom, est-ce qu'ils contrôlent quoi que ce soit? C'est l'angoisse de tout le récit. Et ça dépasse la famille. Les 32 guerres civiles perdues par le colonel Aureliano Buendia le prouvent. Le temps qui tourne en rond, c'est la métaphore d'une humanité condamnée à répéter ses massacres sans jamais rien en tirer. Et pourtant, l'atmosphère est pas toujours lourde. Il y a cette touche unique, le fameux réalisme magique. Comment tu définirais ça simplement? On parle pas de fée clochette, hein? Non, pas du tout. Le réalisme magique, c'est insérer du surnaturel dans le quotidien, mais avec un ton super banal. Les personnages trouvent ça normal qu'un prêtre lévite à 15 cm du sol après avoir bu un chocolat chaud. Juste pour prouver l'existence de Dieu. Voilà. Par contre, ils sont terrorisés par un bloc de glace ou un dentier. J'adore cette inversion. J'ai aussi en tête cette image dingue de Remedios Label, qui s'envole littéralement au ciel en pliant des draps. Mais pourquoi tant de magie s'ils font aussi sombre? Parce que la magie souligne une tragédie bien plus ancrée dans le réel. Dans ce monde où il peut pleuvoir pendant presque 5 ans d'affilée, la seule chose vraiment impossible, c'est d'établir un vrai lien humain. L'incapacité viscérale à aimer. La magie normalise l'absurde pour mieux exposer cette malédiction. Le désert affectif au milieu de l'abondance magique. Il y a un personnage qui incarne ça plus qu'un autre? Amaranta. C'est l'exemple parfait de l'autodestruction émotionnelle. Elle refuse l'amour par peur de souffrir. Elle pousse même un homme au suicide par ses rejets. Et pour se punir, Ce qu'elle fait est glaçant. elle plonge volontairement sa main dans des charbons ardents. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle portera un bandeau noir sur cette main. Elle passe des années à coudre son linceul, le défaisant la nuit pour le refaire le jour. L'isolement émotionnel absolu. C'est bien pire que l'isolement géographique du village. Infiniment pire. Cette froideur prépare le terrain pour le vrai choc du livre. On bascule dans le cauchemar historique. Le monde moderne fait irruption avec une compagnie bananière nord-américaine. Que se passe-t-il avec ce capitalisme féroce? Une exploitation brutale. Les travailleurs finissent par faire grève. Leurs demandes sont d'une simplicité tragique. Des toilettes décentes, un jour de repos et un vrai salaire au lieu de bons d'achat. Des droits humains basiques. Et la réponse du pouvoir en place? Une violence inouïe. L'armée rassemble les manifestants. Des milliers de personnes sur la place de la gare. Des mitrailleuses sur les toits. Et l'ordre est donné de tirer. 3000 personnes massacrées en quelques minutes. L'ampleur est vertigineuse, mais l'horreur continue après les tirs. Que font-ils de ces corps? Ils sont jetés dans un train de marchandises sans fin, entassés comme des bananes pourries. Le train roule dans la nuit pour jeter toutes ses victimes à la mer. José Arcadio Segundo, qui était sur place, se réveille sous les corps. Il saute du train et retourne à Macondo couvert de sang. Et là, la réaction des habitants est le vrai cauchemar. Exactement. La loi martiale est levée, la pluie lave le sang des rues et le déni est total. La version officielle dit qu'il n'y a pas eu de grève, pas de mort. Les gens y croient vraiment? Ils finissent par y croire. Quand José Arcadio Segundo parle des morts, on le prend pour un fou. Une amnésie collective. Au début du livre, il y a une épidémie d'insomnie qui efface la mémoire des gens. Mais là, l'oubli n'est pas magique. Non, c'est profondément politique et humain. Un mécanisme de survie face à une horreur indicible. Mais oublier, c'est tuer les victimes une seconde fois. Ça efface leur existence. La mémoire est assassinée. Après cet événement et le déluge de 5 ans, Macondo n'est plus que des ruines. La jungle reprend ses droits. Qui reste-t-il pour témoigner? Un seul héritier, Aureliano Babilonia. Il vit en reclus dans l'ancienne chambre poussiéreuse de Melquiadès. Il cherche quoi dans cette pièce alors que le monde s'écroule? Il déchiffre frénétiquement les vieux parchemins du gitan, des textes écrits dans un code impossible. Et il le fait juste après avoir commis l'irréparable. Il a cédé à une passion avec sa propre tante, Amaranta Ursula, sans connaître leur lien de parenté. De cet amour naît le tout dernier enfant. Le péché originel est de retour. La boucle est bouclée. Mais que disent ces parchemins? Chaque larme, tout était écrit 100 ans à l'avance par Melquiadès. Le libre arbitre n'était qu'une illusion cruelle. Le triomphe implacable de la fatalité. Ils n'étaient que des acteurs rejoints à un scénario déjà écrit. Et au moment où Aureliano lit son propre présent, un ouragan apocalyptique s'abat sur Macondo. Le vent biblique commence à arracher les toits. Aureliano traduit les toutes dernières lignes en temps réel. Il lit sa propre fin à la seconde même où elle se produit. Que révèle ce parchemin sur le destin de cet ultime enfant, né avec une queue de cochon? Le texte s'arrête exactement là où l'imagination prend feu. Et ça soulève une question glaçante.
Si la vie entière d'une lignée peut être écrite 100 ans à l'avance, sommes-nous vraiment les acteurs de nos choix ou ne faisons-nous que rejouer un scénario secrètement rédigé par les traumatismes et les erreurs de nos ancêtres? Pour découvrir ce que cachent les derniers mots de Melchiade dans l'œil du cyclone, il n'y a qu'une seule solution, plonger corps et âme dans cette histoire et tourner ses pages soi-même. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.